Ouverture aujourd'hui du 20e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, un rendez-vous dominé par la situation au Mali avec l'intervention militaire française unanimement saluée. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. 17e jour de l'opération Serval, chaque jour son lot de succès pour les forces franco-maliennes et leurs alliés. Gao sous contrôle depuis hier, Kidal en passe de l'être où le refuge du chef Ansardine a été détruit aujourd'hui. Égypte, sale temps pour le président Morsi avec la colère grandissante de son peuple. Ce dimanche, une nouvelle journée de violence à Port Saïd, bilan 3 morts, plus de 400 blessés. CAN 2013, les Aigles du Mali signent demain leur 3e sortie. Ce sera contre la RDC, chez les nôtres, le moral est bon, la détermination totale, nous les entendrons dans ce journal. Bonsoir. Fine pluie, douce température à Bamako, 19 degrés depuis cet après-midi. Une clémence de la nature, vraisemblablement annonciatrice de lumière et de paix pour le Mali. Mesdames et messieurs, bienvenue. Direction Addis Abeba avec ce cri de cœur, l'urgence de la situation au Mali appelle à la mobilisation générale et au soutien de la résolution 2080 de l'ONU. Cet appel est du président de l'Union africaine, le béninois Yayi Boni, à l'ouverture ce matin dans la capitale éthiopienne des travaux du 20e sommet de l'Union africaine, un rendez-vous auquel participe le président par intérim, Dionkunda Traoré. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Adama Kamara et Modibo Mariko. Une belle brochette de présidents et de chefs de gouvernement autour du président Yayi Boni et la présidente de la commission de l'UA, Nkosazana Dlamini Zuma. On a aussi noté la présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et du président de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas. Salesforce note l'absence du premier ministre turc, pourtant invité d'honneur du sommet. Le Mali est représenté par une forte délégation dirigée par le président de la République par intérim, Dionkunda Traoré. Une aussi forte représentativité pour, selon les dires de la présidente de la commission de l'UA, renouveler l'engagement des États membres envers l'Afrique et la mettre sur orbite pour les 50 années à venir. D'où le choix du thème de ce 20e sommet panafricanisme et renaissance africaine. Nous sommes un continent en pleine croissance, plus de 5% avec une population jeune qui se projette déjà dans l'avenir par la maîtrise d'éthique, a affirmé Mme Zuma. Mais rien de cela ne sera possible si le continent ne renouvelle pas et ne renforce pas sa capacité à faire face au conflit. Le président en exercice de l'UA, le béninois Yayi Boni, lui a déploré la non-définition du rôle des instances de l'UA. Comme solution, il a invité les Africains à revisiter les textes fondamentaux de création de l'organisation pour, dit-il, raffermir l'UA des peuples. Yayi Boni a proposé un mode électif, par exemple, pour la présidence du Parlement africain à la place du mode de désignation qui a cours en ce moment. S'agissant de la guerre dans notre pays, il s'est adressé à l'assistance en ces termes. Je voudrais saluer la France qui, face au délai de réaction extrêmement long des leaders africains et même de la communauté internationale, a pris les devants pour faire ce que nous aurions dû faire face au terrorisme international qui menace un pays membre, reconnu par sa tradition démocratique, le Mali. L'urgence de la situation appelle à la mobilisation générale pour la mise en œuvre rapide de la résolution 2085 du Conseil de sécurité en vue du déploiement sans délai de la mission internationale de soutien au Mali MISMA, pour laquelle des pays africains mobilisent déjà leurs forces et moyens. Je les salue avec beaucoup de respect et de considération. Position largement partagée par le secrétaire général de l'ONU qui n'a pas manqué de renouveler le soutien des Nations Unies à notre pays. Nous sommes résolus à tout faire pour aider le peuple malien à traverser cette épreuve. Les agences humanitaires aident les populations civiles qui souffrent. Les Nations Unies ont également envoyé des spécialistes dans les domaines militaires et politiques. C'est une obligation morale qui s'impose à l'ensemble de la communauté internationale. J'ai présenté au Conseil de sécurité mes recommandations concernant le dispositif de soutien logistique à la MISMA.
Un des mois forts du sommet a été le passage de témoins à la présidente de l'organisation entre Yahya Bouni qui achève son mandat et le premier ministre de l'Éthiopie, Desalegn Haïlé Mariam. Le poste de premier vice-présidence est revenu à la Mauritanie, la seconde au Mozambique, celui de troisième vice-président au Tchad. Le Bénin assure celui du rapporteur. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les regards sont tournés désormais vers la conférence des donateurs pour les Mali, une tribune qui permettra de trouver les financements en vue de la mise en place totale et rapide des forces de l'amisement dans notre pays. Voilà, l'Afrique et la communauté internationale qui supportent donc le Mali. Sur le terrain, les troupes maliennes et françaises poursuivent leur offensive contre les envahisseurs et chaque jour enregistre son lot de succès. Après Gao, qui est sous contrôle depuis hier, les forces armées maliennes et françaises sont aujourd'hui à compte de Tombouctou et Kidal. Kidal, où le refuge du chef Ansardine, Liad Agali, a même été détruit par le bombardement de l'aviation française. On fait le point avec Sidiki Dambélé. 17e jour de l'offensive contre les djihadistes, les troupes françaises et maliennes sont entrées dans la ville de Gao, la plus importante ville du nord du Mali, située à 1200 km au nord-est de Bamako, est désormais débarrassée des fous de Dieu. Les forces sont venues à bout du Moujao, les mouvements pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui est à l'origine de nombreuses exactions. Des membres des forces spéciales bénéficiant d'un appui aérien se sont d'abord emparés de l'aéroport et du pont stratégique de Wabaria. Puis des soldats africains, notamment du Tchad et du Niger, sont venus par avion du Niger voisin jusqu'à Gao. Ils sont maintenant chargés de patrouiller dans la ville. Mes sentiments, je tombe du ciel pour être chez moi, grâce à Dieu et grâce à la France. Après Gao, ce sont les villes de Tombouctou et de Kidal qui sont les cibles du jour. Pour échapper au raid de l'armée française, les islamistes auraient quitté leur fief de Kidal pour se réfugier dans les montagnes environnantes de l'extrême nord-est du pays. Sur ce front, situé à 1500 km de Bamako, les frappes aériennes ont notamment touché le domicile de Yad Agali, le numéro 1 d'Ansardine. Sa maison a été entièrement détruite. Et enfin, bonne nouvelle à Gao, le réseau téléphonique est établi ce dimanche à 17h au bonheur des populations. On vous l'a dit, Gao, ville libérée depuis hier par l'armée malienne et ses alliés, la population est sortie massivement pour accueillir le chef de commandement des opérations, le colonel-major Didier Dako. Il était accompagné du maire de la ville, Sadou Aruna Diallo, qui retrouve ainsi les siens. Moment d'allégresse, de liberté, de joie intense pour les Gaouas et Gaouas qui ont si longtemps attendu cette heure de délivrance. C'est ce que nous signalent nos envois spéciaux, les envois spéciaux de l'ORTEM, donc Moussa Rimaïga et Aliou Touré. Lies à Gao, après la libération de la ville, un reportage de nos envois spéciaux Moussa Rimaïga là-bas. Et tout à l'heure, en début de soirée, nous avons pu joindre par téléphone le chef de commandement des opérations, le colonel-major Didier Dako, qui se trouve présentement dans la ville de Gao. Il répond aux questions de Tissera Dambélé. La situation sécuritaire à Gao, on peut dire qu'elle est vraiment calme. Hein. Les premières 24 heures étaient moins calmes, mais depuis ce matin, vraiment la situation est vraiment sereine. Les populations sont en liesse. Et vraiment, tout se passe bien à notre niveau actuellement. Vous avez été accueilli à Gao par des tirs des terroristes? Alors là, non. En réalité, quand l'armée est arrivée, il n'y avait personne à Gao. Je veux dire personne, je veux dire les terroristes. Et quand nous sommes arrivés, les informations que nous avons reçues auprès des populations, c'est que les terroristes qui étaient là se sont déplacés dans presque tous les sens. Il y en a qui sont partis vers le nord, il y en a qui sont partis vers l'est, et il y en a même qui ont traversé le fleuve qui se trouve dans le Bourman. Alors, que pouvez-vous dire du moral des populations? Je vais parler de la situation humanitaire après bientôt un an d'exaction, de négociation de toute liberté. Nous avons vraiment trouvé une population en liesse. C'est vraiment au sens propre du mot. Les gens nous ont accueillis avec une telle chaleur que nous étions summairement émus. Là, on sentait la libération, on sentait la joie, on sentait vraiment le retour du sauveur, comme on peut le dire. L'armée malienne et l'armée française est accompagnée par des forces qui sont avec nous ici. Donc, c'était une population vraiment joyeuse qui nous a accueillis dans toutes les rues où nous sommes passés, pendant que nous étions en train de chercher à fouiller certains endroits suspects à l'intérieur de la ville. Voilà, le colonel-major Didier Dako qui se trouve présentement dans la ville de Gao qui répondait aux questions de Tissera
d'embellir. Le vent de la liberté qui souffle partout dans la zone est nourri. L'amour entre le peuple et son armée, une histoire d'amour visible encore ce matin, quand les troupes étaient accueillies par les populations à Gounzouraï, cette commune qui abrite le pont Wabaria, le pont qui mène justement dans la ville de Gao. Là également, la grisaille de l'occupation des assaillants cède la place à l'euphorie de la liberté retrouvée. Nous écoutons le maire de la commune de Gounzouraï, Mahamadou Adama, est au micro de notre envoyé spécial Moussa Arimaïga. Depuis hier, n'est-ce pas, nous avons constaté la présence de l'armée malienne et de l'armée française et ont occupé le pont à la surprise générale de tout le monde. Donc des combats se sont déroulés en notre présence, n'est-ce pas, contre les djihadistes. Et il y a eu beaucoup de morts, n'est-ce pas, du côté des djihadistes et nous les avons enterrés. Et ce matin, l'armée malienne est rentrée, n'est-ce pas, avec beaucoup d'enthousiasme, accueillie par les populations, n'est-ce pas. Vive l'armée malienne, vive Hollande, vive la France, n'est-ce pas, c'était vraiment beau, c'était joli à voir, n'est-ce pas, ça fait longtemps, on s'attendait, n'est-ce pas, à cette délibération, et je vous jure, à ce moment-là, les populations sont en train, les femmes surtout, préparées pour notre armée, n'est-ce pas, et tout le monde est content, nous sommes vraiment satisfaits, n'est-ce pas, c'est l'ambiance. Et ce communiqué de presse du chef d'état-major général des armées qui informe la presse nationale et internationale qu'une cellule de communication a été mise en place auprès du centre des opérations interarmées. Cette cellule organisera régulièrement des points à la direction des formations et relations publiques des armées en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Et puis cet autre communiqué du chef d'état-major général des armées qui informe les populations que les opérations de reconquête des régions nord du Mali se déroulent normalement sur l'ensemble du théâtre des opérations, ainsi dans le fuseau Est. Après la libération de la localité de Kona, les forces armées maliennes appuyées par des unités de l'armée française ont poursuivi leur contre-offensive en direction de Douanza, Ombori et Gossi. Dans la journée du samedi 26 janvier 2013, les forces armées maliennes, françaises et africaines se sont emparées de l'aéroport de Gao et du pont de Wabaria. Les opérations se poursuivent en vue de sécuriser davantage la ville et ses environs. Dans le fuseau ouest, les localités de Diabali, Nampala, Léré, Niafunke et Gundam sont sous le contrôle de nos forces. Au regard des succès enregistrés, le chef d'état-major général des armées salue le courage et la bravoure de nos vaillants soldats ainsi que ceux des forces des pays amis. Le chef d'état-major général des armées invite les chefs de villages, de fractions, de tribus, les chefs de quartier et toutes les notabilités des dites localités à s'investir davantage pour cultiver et renforcer la cohésion et l'entente entre les communautés. Des dispositions sont en cours pour renforcer les forces de sécurité présentes sur le terrain afin que l'ordre et la quiétude règnent dans les localités libérés. Le chef d'état-major général des armées demande aux populations de garder leur calme et les invite à respecter les consignes de sécurité édictées par les forces de sécurité qui opèrent sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées du Mali réaffirme l'engagement des forces armées de sécurité du Mali, des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont toujours clamé combattre au nom de l'islam, mais voilà, le voile se lève sur les desseins machiavéliques de ces bandits armés trafiquants de drogue qui ont terrorisé les populations paisibles et enrôlé d'enfants soldats. Nous avons pu rencontrer un de ces malheureux innocents. Il s'appelle Boubacar Bari, un enfant soldat endoctriné et drogué par ces extrémistes, mais qui a pu être exfiltré par les éléments des forces armées et de sécurité malienne lors de la reprise de Diabali. Nous vous invitons à suivre le témoignage poignant de cet élève coranique avec Kandé Silla, un de nos correspondants à Ségou. Boubacar Bari, né vers 1995, comme il vient de le dire, est un enfant soldat enrôlé par les forces djihadistes, jusqu'à sa délivrance ce vendredi à Diabali par les forces armées maliennes. Natif de Direfouné, dans la commune rurale de Aïbongo, cercle de Diré, il a été vendu par son maître coranique
et n'a perçu que 2000 francs en tout et pour tout. Fils de Hassana et de Belko Alaïbari, ses parents ont dû fuir leur domicile conjugal suite à des menaces de mort. Enrôlé, endoctriné, puis drogué, Bouakar Bari servait de cuisinier et d'autres corvées propagandistes. À Djabali, il a été infiltré avec 24 autres compagnons, tous des élèves coraniques. À la reprise de Djabali par les forces maliennes et françaises, Bouakar Bari dormait sous l'effet de la drogue. Il a reçu 3 injections au dernier moment des hostilités, pour les galvaniser afin de les permettre de ne pas fuir. Donc au moment des faits, il a dormi. Il a dormi sous l'effet des 3 injections, 2 sur les 2 bras et la 3e injection sur les fesses. Et même maintenant, il dort beaucoup. Le cas de Bouakar Bari pose une fois de plus le problème récurrent des enfants talibés, mendiants et autres enfants de la rue. En attendant, Bouakar Bari est au niveau de la Légion de gendarmerie de Ségou. Le règne des bandits armés dans la ville de Konna n'est plus qu'un mauvais souvenir pour les habitants. Là-bas, la ville retrouve son cours normal depuis la débâcle des assaillants il y a 2 semaines. Et l'heure est maintenant aux préparatifs de la reprise de l'activité dans l'administration, mais également dans les écoles. C'est justement l'objet de la visite que le préfet de Mopti vient d'effectuer dans la localité. Moustapha Doumbia, correspondance. C'est en prélude au retour de l'administration à Konna que le préfet du cercle de Mopti a initié cette visite. Visite au cours de laquelle le préfet et sa délégation se sont rendus dans les lieux saccagés et pillés suite à l'occupation de la ville par les djihadistes. Parmi ces lieux visités, les bureaux du sous-préfet, la mairie, le débarcadère de Konna, l'école fondamentale C, entre autres. C'est vraiment apporter la solidarité de tout le peuple malien, des hautes autorités du Mali à cette population. Et constater également de visu les dégâts qui ont été enregistrés, surtout dans la perspective du retour de l'administration ici à Konna. La population de Konna vit aujourd'hui dans la paix et dans la quiétude. Qu'à cela ne tienne, des dispositions sont nécessaires pour évacuer des munitions qui restent encore dans certains lieux. Vraiment, je vous dis aujourd'hui qu'à Konna, tout va bien. Les esprits sont calmés, les gens sont tranquilles. Ça ne peut pas être comme avant, mais vraiment aujourd'hui, là, ça va dans l'ensemble. On a rencontré plein de munitions qui n'ont même pas été utilisées. Je propose à l'État, la première chose à faire, c'est de voir comment éliminer ou bien nettoyer tous ces lieux-là, parce qu'il y en a plein ici. On prit part à cette visite les directeurs régionaux de la santé et du développement social, le président de la Croix-Rouge de Mopti, le sous-préfet de Konna, entre autres. Au chapitre des félicitations, nous avons les messages de l'association du collectif des diplômés en sociologie et en anthropologie, de l'amicale des gendarmes du Mandé, de l'UDD, l'Union pour la démocratie et le développement. Une fenêtre sur l'actualité à l'étranger. Le président Mohamed Morsi est dans une mauvaise passe avec la colère de son peuple qui ne faiblit pas. Hier samedi, 31 personnes ont été tuées à Port Saïd. Ce dimanche, nouvelle journée meurtrière avec 3 morts, plus de 100 blessés dans ces villes du nord-est des révoltes populaires provoquées par la condamnation à mort de 21 supporters de clubs de football. Des scènes de guérilla urbaine à Port Saïd, dans le nord de l'Égypte, et un nombre important de victimes. 31 personnes tuées par balles et 300 autres blessés. Ces manifestants dénoncent un verdict rendu samedi, la peine de mort pour 21 supporters, impliqués dans le décès de 74 personnes après un match de football en février 2012. Après l'annonce du jugement, des proches des condamnés ont tenté d'envahir la prison. 2 postes de police ont été pris d'assaut. Sans aucun doute, les coups de feu ont été tirés pour tuer des gens. L'objectif était d'éliminer tous ceux qu'ils rencontraient. Au lendemain du 2e anniversaire de la Révolution, des violences ont eu lieu un peu partout dans le pays, et cela jusqu'à tard dans la nuit.
À Alexandrie, des manifestants hostiles au président Mohamed Morsi ont affronté les forces publiques. Dans la ville de Suez, des militants masqués ont mis le poste de... Face à la montée de la violence, le président égyptien a participé à une réunion du Conseil national de défense qui en appelle au calme. Le Conseil condamne ces actes de violence et demande à toutes les forces sociales et politiques d'utiliser des moyens d'expression pacifiques. Il demande à tous de travailler ensemble afin que le pays puisse sortir de la crise actuelle. Les heurts continuaient encore ce matin, comme ici, place Tahrir. Ces violences jettent une ombre sur les élections législatives qui doivent avoir lieu au printemps. Nous revenons au Mali où la crise cède progressivement la place à la quiétude, au calme, et même les éléments de la nature semblent y participer. À Bamako, présentement, il fait 19 degrés, 12 températures consécutives à de fines pluies qui ont arrosé cet après-midi la capitale. Nous sommes allés comprendre le phénomène auprès des spécialistes de la météo qui l'expliquent par la baisse excessive de température enregistrée sur le continent européen. Tiemoko Konaté est allé aux nouvelles. Une fine pluie accompagnée de la fraîcheur. Selon les spécialistes de la météo, cette situation s'explique par une baisse excessive de la température sur le continent européen, touchant certains pays d'Afrique. Ces froids excessifs sont drainés vers l'Afrique, en passant particulièrement par la Côte Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et avec les vents qui sont très forts en altitude, il y a une invasion froide, donc ce qu'on appelle communément les descentes froides, qui arrivent vers chez nous. Donc ce qui fait qu'il y a un renforcement de l'humidité atmosphérique. L'humidité atteint les 85%, même plus pour certaines régions. Ce changement climatique annoncé dans le bulletin météo dans un passé récent n'est pas exceptionnel, estiment les spécialistes. Si vous regardez les documents climatologiques, vous verrez bien que souvent au mois de janvier, février, mars, même il y a la pluie qu'on appelle communément la pluie de mangue. Donc ce n'est pas une situation exceptionnelle, mais ça arrive toujours lorsqu'il y a un phénomène extrême au niveau de l'Europe. Cette baisse des températures accompagnée de la pluie pourrait s'étendre sur 5 jours, voire une semaine. Et toute l'info du temps, c'est à suivre dans la page météo après cette édition. Une présentation de Abdoulaye Keïta. La guerre contre les extrémistes, mais aussi la croisade contre tout autre bandit de grand chemin par les forces armées de sécurité. C'est ainsi qu'ont été arrêtés entre Diboli et Caille les auteurs du braquage d'un véhicule transportant 530 millions de francs CFA, des fonds appartenant à Ecobank. La bande de Cheikh Oumar Sy, dit Torodo, a été appréhendée, c'était mercredi dernier, à Kaindi après des échanges de tirs. Les malfrats ont été remis à la gendarmerie pour enquête. C'est la synergie d'action de nos forces armées de sécurité, appuyée évidemment par la population, qui a permis de réussir ce joli coup de filet. Mahamadi Aliou Bari, correspondance depuis Caille. Les faits se sont déroulés le 23 janvier dans l'après-midi sur l'axe Diboli-Caille. Un véhicule des fonds d'Ecobank, soit 130 millions de francs CFA, a été attaqué par des bandits armés entre Ambidedi et Samé Plantation. Malgré la présence des éléments de la garde nationale qui escortaient le véhicule. Les malfrats se sont servis en premier lieu d'un camion Ben pour percuter la tête et immédiatement asperger les occupants du véhicule avec des gaz anti-agression. Ils voulaient prendre le fond pour mettre ça dans leur véhicule garé dans les buissons. Donc les éléments du second véhicule ont effectué des tirs de barrage pour les éviter d'utiliser leurs propres moyens. À ce moment, ils ont été obligés de prendre le véhicule endommagé de la banque. Bon, étant donné que ce véhicule est endommagé, ils n'ont pas pu rentrer en ville. Ils ont été obligés en ce moment de foncer vers le fleuve. Il s'agit d'un groupe de bandits armés de grand chemin, spécialisés dans le hold-up, évoluant à Caille et à Bamako. Pour la circonstance, ils ont d'abord enlevé un camion Ben, en menottant le chauffeur et son apprenti à un arbre. Ces deux furent abandonnés ensuite dans les broussailles. Aussitôt informés, les forces armées et de sécurité ont commencé les recherches pour retrouver les bandits qui s'étaient dirigés vers la ville de Caille. Arrivés à Caille, ils avaient emprunté une pirogue pour traverser le fleuve. Aussitôt, nous avons dépêché le piquet d'intervention qui est arrivé sur le terrain
avec les éléments de la garde et les policiers. Ensemble, ils ont pourchassé ces bandits qui étaient armés. Donc, il y a eu des échanges de coups de feu. Et finalement, nous avons pu maîtriser ces éléments. Avec l'appui de la population, on a pu appréhender dans un premier temps 3 personnes, ensuite une autre personne. Quand l'armée l'a retiré, j'ai instruit à mes éléments de rester sur place pour faire un ratissage. C'est ainsi qu'ils ont pu appréhender un dernier individu qui avait son véhicule garé derrière le fleuve. Les forces armées et de sécurité saluent la population pour sa collaboration qui a permis d'arrêter ces bandits. 147 millions de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la commune de Dombila, initié par l'ONG Pasenda. Le projet a été lancé ce matin à Dombila Village et situé dans le cercle de Kita. Un lot de matériel agricole vient d'être remis au maire de la commune. Le projet, qui va durer 30 mois, doit équiper 194 ménages dans les 14 villages de la commune, et cela dans les domaines comme l'agriculture, l'élevage et l'aviculture. Agali Agissa. Avec ce lancement, l'ONG Pasenda entend contribuer aux actions de lutte contre l'insécurité alimentaire dans les 14 villages de la commune de Dombila, situés dans le cercle de Kati. Ce sont environ 194 ménages qui bénéficient d'un appui pour mieux promouvoir l'agriculture, l'élevage et l'aviculture. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs de l'autosuffisance alimentaire. Le présent événement marque encore une consolidation des liens entre ma commune et le Pasenda à travers un nouveau projet visant l'amélioration de la sécurité alimentaire. L'équipement remis à l'occasion de ce lancement vise à alléger les travaux agricoles et d'autres activités. On aide la population avec des techniques afin d'améliorer les terres agricoles qui sont quand même dans des situations de dégradation avancée. Aussi, on aide les populations à faire l'élevage de petits ruminants, chèvres ou moutons, ou l'élevage de volailles. Aussi le maraîchage, tout ce qui permet à la population d'avoir des revenus. Le projet dure 30 mois et devra sans nul doute contribuer au bien-être des 13 700 habitants qui partagent le territoire de la commune de Dombila. Et puis la pose de la première pierre de 3 salles de classe ce matin à Guénikoro, un village de Kita, d'une valeur de 27 millions de francs CFA. L'œuvre est le fruit d'un partenariat entre la ville de Vitry-sur-Seine en France et « 6 millions de francs CFA, il s'agit d'augmenter la capacité d'accueil des élèves à l'école de Guénikoro. Offrir aux 547 élèves des 6 classes des meilleures conditions de travail pour améliorer la qualité de l'enseignement. Toute la population du village de Guénikoro, tout le personnel de l'école de Guénikoro et l'ensemble des élèves sont aujourd'hui tous comblés de joie. La coopération entre la ville de Vitry et l'association malienne de solidarité et de coopération pour le développement a permis de faire beaucoup de réalisations à Guénikoro. Il s'agit du barrage de la localité, l'aménagement de plusieurs périmètres maraîchers, l'adduction d'un château d'eau, entre autres. La page sport, Cannes 2013, le pays organisateur, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert se sont qualifiés aujourd'hui dans le groupe A pour les quarts de finale. Le Cap-Vert victorieux, 2-1 de l'Angola, a créé la première sensation de cette compétition. Dans l'autre rencontre, l'Afrique du Sud et le Maroc se sont séparés 2-2. Le résumé avec Siragatou Sissé. Coup de théâtre à Port-Elisabeth. Le Cap-Vert, s'invitant dans l'arène des meilleures équipes africaines, jouera bel et bien les quarts de finale de la CAN suite à sa sensationnelle victoire 2-1 sur l'Angola. Pourtant,
les choses avaient mal commencé pour les Cap-Verts. Le capitaine Nando marque contre son camp à la 34e minute. Les requins bleus se remobilisent pour établir la parité par Fernando Varela à la 80e minute. En toute fin de partie, Heldon Ramos envoie le Cap-Vert au paradis 2-1. Pour leur première expérience en phase finale d'une CAN, les requins bleus se montrent ambitieux en s'offrant le ticket des quarts de finale. A l'inverse, les Palancas Negras d'Angola sont éliminés au premier tour comme en 2012. Un peu plus loin, à Durban, l'Afrique du Sud, devant son public chaud bouillant, a tenu son rang. Les Bafana Bafana avaient leur carte en main en obtenant un précieux match nul, 2 buts partout, face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Issam El Adoua, 10e minute. Et Abdi Hafidi, 81e minute, sont les buteurs côté marocain. Maï Mahalangou, 70e minute. Et Siabonga Sangweni, 82e minute, ont placé l'Afrique du Sud dans le bon wagon jusqu'en quart de finale. La dernière fois que les Sud-Africains ont atteint ce cap, c'était en 2002, ici au Mali. Les contre-performances s'enchaînent dans la tanière des Lions du Maroc comme un mauvais sort. Éliminé dès le premier tour en 2012, le Maroc a encore calé. Le classement définitif est le suivant. Première, Afrique du Sud, 5 points plus 2. Deuxième, Cap-Vert, 5 points plus 1. Troisième, Maroc, 3 points. Et quatrième, Angola, 1 point. Marocains et Angolais n'ont que le temps de retourner à l'hôtel pour préparer leurs valises. Direction Rabat et Luanda. Cela fait partie de la dure réalité de la compétition. Les Aigles du Mali, eux, signent leur 3e sortie demain lundi. Ce sera contre la République démocratique du Congo, la RDC. Chez les nôtres, le moral est bon, la détermination. C'est un match qui est extrêmement important pour nous. On sait qu'on a la chance que de faire un nul ou de gagner et ça passera. Donc voilà, il ne faudra pas passer à travers. Il faudra faire ce qu'il faut pour se qualifier et essayer d'élever notre niveau de jeu. On n'a pas réussi vraiment à trouver les bonnes formules pour pouvoir se faire plaisir offensivement. Voilà, on joue un petit peu à base de longs ballons, c'est pas ce qui est mieux. Donc là, on a un petit peu travaillé sur des schémas tactiques. On espère que demain, on va être prêt et on va se créer beaucoup plus d'occasions. Depuis 2 jours, ça va parce qu'on sait qu'on a le 3e match qui est déterminant pour nous, qui est, on va dire, le match le plus important, en tout cas pour le moment à la CAN pour nous. Donc on s'est remobilisé, on est confiant. On va donner tout ce qu'on a pour se qualifier. Oui, avec le départ de Samouya Tabaré, ça n'a pas fait d'impact sur le groupe? Non, pas du tout, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est le plus important, c'est la nation. C'est l'équipe nationale, c'est pas l'individualité ou une personne qui fait équipe ou qui fait le Mali. Il a décidé de partir, donc il est parti. Maintenant, on a autre chose en tête, c'est-à-dire se qualifier. Et après, la vie continue. Bon, ça se prépare déjà en ayant digéré la défaite face au Ghana. Aujourd'hui, les 4 équipes du groupe peuvent se qualifier. La situation est plus favorable, on va dire, que l'année dernière, où on sait que ça dépend de nous, ce qui n'était pas le cas. Maintenant, il faudra montrer autre chose que ce qu'on a fait sur les 2 premiers matchs pour résulter à cette équipe du Congo qui a été séduisante jusqu'à présent. Le groupe écoutez, le groupe est composé des 22 joueurs qui sont contents de défendre les couleurs du Mali aujourd'hui. Il n'y a plus de blessés, tout le monde est en forme, donc j'ai pu avoir du temps pour réfléchir et pour afficher le meilleur 11 possible pour démarrer demain. J'espère qu'on sera tous heureux demain parce qu'on aura assuré notre qualification pour l'écart. Mais c'est à l'image de cette CAN, je veux dire, c'est pour beaucoup d'équipes, ce 3e match va être le match de l'espoir et le match de la mort, et il faut tout donner et en tout cas montrer autre chose que ce qu'on a fait sur les 2 premiers matchs pour sortir du groupe, aller en quart et continuer l'aventure. Allez donc les Aigles, bon courage et bonne chance. Votre émission question d'actualité sur la justice face à la crise du Mali, initialement prévue pour ce soir, sera diffusée à une date ultérieure. Nous vous présentons nos excuses pour ce report. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Aux Maliens de l'intérieur et de la diaspora, nous vous disons que le meilleur est à venir. Merci aux amis du Mali
Que Dieu bénisse notre pays. Demain, pour vos rendez-vous avec l'info, 10h, 13h, Amadou Sankaré, édition du soir. Gna gna.